Nous voilà partis sur un autre système technique. Il s'agit d'une prétailleuse de vigne et c'est un système qui est implanté sur un tracteur dans le but comme son nom l'indique, de prétailler des vignes, c'est-à-dire à la période où il n'y a ni feuilles ni grappes de raisin, il y a un découpage de la partie haute des vignes, les vignes étant alignées sur des rangs. euh, Entre des piquets pour que pour que la végétation monte de raisin puisse grimper et soit maintenue. Il y a des fils métalliques galvanisés qui courent le long. Et donc, un tracteur avec ce système avance entre les rangs de vignes et un système dit enjambeur. Et en fait, on a une ouverture-fermeture de ce principe-là qui va permettre, avec des disques coupants, s'ouvrir et refermer. Alors pourquoi ouvrir et refermer? C'est au passage des piquets de vigne. Voilà, simplement parce que ça ne peut pas traverser, bien évidemment. Donc on a un certain nombre de disques superposés sur chacun des bras. On a le bras gauche, bras droit, puisque ça avance dans ce sens-là, vers le bas, disons en vue de dessus. Et voilà, donc on a un faux châssis qui est fixé, c'est le châssis finalement du tracteur, de l'engin agricole. Et puis on a les bras gauche et droit, S8, S9. On a un vérin électrique constitué de son corps 10 et la tige 11 qui est articulée à ce niveau-là sur le faux châssis. Une articulation du corps du vérin se fait sur le bras gauche, lui-même articulé sur le châssis, tout comme le bras droit. Et entre les deux bras, eh bien, en fait, il y a un tirant qui lui a une longueur fixe IC. Alors, il y avait un certain nombre de questionnements sur ce document qui est un document réponse extrait d'un sujet d'examen du BTS-CPI. Voilà, il y a un certain nombre d'années. Et donc, il fallait dans un premier temps, à part les questions précédentes, il fallait déterminer la nature des mouvements d'un certain nombre de points. Donc là, on demande la nature du mouvement. Alors, non pas des liaisons, mais bien des mouvements du bras gauche S8 par rapport au faux châssis S7. Et donc le bras gauche S8, ici, en fait, il s'agit d'une rotation, parce qu'on a une articulation à ce niveau-là. On ne voit pas les liaisons, évidemment, c'est une vue de dessus, sans vue en coupe des liaisons, mais on a un certain nombre d'articulations, donc des pivots ou éventuellement des rotules. En tout cas, l'objectif, c'est de réaliser et permettre un mouvement de rotation. Donc on a une rotation de centre A dans le plan, ou sinon on pourrait indiquer rotation pour différencier avec l'exemple précédent en vidéo de l'élévateur TUG de manège. On avait indiqué de centre un point. C'est rotation d'axe cette fois-ci. Et ici, on a un repérage. On pourrait d'ailleurs indiquer comme ça, le Z venant vers nous, avec la règle des trois doigts, avec X comme ceci, plutôt vers le bas, Y non pas comme ça, mais comme ça, et le Z qui viendrait vers nous. Ok? Bon, avec la main droite. Donc on a bien Z comme ceci, et donc là c'est bien d'axe AZ. Voilà. De la même manière pour l'autre bras, le bras droit, toujours par rapport au faux châssis, c'est articulé en E. Donc là on parle bien d'un mouvement, donc c'est une rotation à nouveau. Rotation, mais cette fois-ci d'axe EZ. Ensuite, on a la tige de vérin S11, toujours par rapport au faux châssis, la tige de vérin ici, on a une rotation centrée sur H. Voilà. Alors, en réalité, si on imagine qu'il y a une rotule, et là c'est le cas, on pourrait aussi envisager ce qu'on appelle un mouvement sphérique qui correspond aux trois mobilités en rotation d'une liaison rotule. Bon, ici on va admettre que le système en vue de dessus, un système simplifié, puisqu'on ne met que deux disques, est caractérisé dans le plan. Donc on a des mouvements plans. Donc rotation d'axe HZ, on pourrait écrire, voilà. Alors ensuite, HZ, donc ça c'est entre la tige et le faux châssis, qui est le bâti de notre système étudié. Ensuite, corps vérin S10 par rapport au bras gauche S8, et là c'est au niveau du point B, bon, B0 parce que c'est la position initiale, donc on peut dire rotation d'axe BZ, B ou B0, mais enfin c'est BZ, voilà. On définira B1, la position, on en parlera après. La nature du mouvement, corps de vérin S10 par rapport à S7. Eh bien, le corps de vérin S10, il n'y a pas de liaison directe avec le faux châssis S7. Donc là, ce qu'on peut dire, parce qu'en fait, la distance va évidemment augmenter lors de la sortie de tige de vérin et conduisant à l'ouverture des bras, séparation des disques.
Et donc là, on n'a pas un mouvement particulièrement caractéristique, ni une translation, ni rectiligne, ni circulaire, ni une rotation. En fait, on pourrait dire qu'on a un mouvement plan qui n'est pas plus caractérisé que ça. Un mouvement plan, alors on peut indiquer soit de normal Z, ce qui caractérise le plan, ou dans le plan XY, quoi. Dans un plan XY, le plan de la figure, XY. Et le tirant S12 par rapport à S7, le tirant S12 par rapport à S7 au châssis, ben c'est la même chose, il n'y a pas de liaison entre le tirant et le bâti, donc on a la même chose. Idem, la même chose. Voilà. Et après avoir caractérisé les mouvements, eh bien là simplement on peut tracer des trajectoires. Donc S8 par rapport à S7, on a dit que c'est une rotation d'axe A, donc la trajectoire, eh bien ça va être centré sur A, c'est la rotation ici entre le bras gauche et le faux châssis S7, et donc les trajectoires des points de n'importe quel point du mouvement S8 par rapport à S7, eh bien ça va être un cercle de centre A, du fait qu'on ait une rotation de centre A. On aurait pu écrire de centre A. Donc cercle de centre A. Voilà. Et en fait là on avait, bon c'était des questions du sujet d'examen. Donc en fait on a la même chose pour les trois. Évidemment les rayons ne seront pas les mêmes, il faudra que ça passe pour la trajectoire du point B par B évidemment, C par C, etc. Et du coup on va tracer ces trajectoires centrées sur A. Et donc on commence par la trajectoire du point B au cours du mouvement. La trajectoire du point B, on va être comme ça. Voilà, on va passer par B0 qui est le point initial. Et puis on va voir cette trajectoire comme ça. Voilà. Hop. Voilà. On ne s'arrête pas forcément là où ça s'arrête, là où ça démarre. Comme ça, on voit bien ça. Pour B, ensuite on avait le point C. Alors, le point C est de ce côté. Le point C, pour l'instant, on ne sait pas trop où on va aller. Donc, on va faire comme ça, toujours centré sur A. À peu près bien, c'est mieux qu'à peu près pas bien. Donc là, on va être comme ça. Voilà, j'essaie d'appuyer un petit peu fort. Voilà. Et enfin, on a la trajectoire du point D, puisque finalement, le bras gauche S8 mais se caractérise par le point A, son axe de rotation avec le faux châssis. Le point D, qui est un point caractéristique qui va positionner les disques, puisque c'est un centre de rotation, on va dire, des disques superposés sur le bras gauche, avec le bras gauche 8. Voilà, je vais dessiner ça comme ça. On voit bien. Ensuite, on a la trajectoire, on va les indiquer quand même. Donc là, on a la trajectoire, c'est TB du mouvement de S8 par rapport à S7. Ici, on a TD de S8 par rapport à S7. Et là, enfin, on a TC de S8 par rapport à S7. Voilà l'affaire. On peut... Ouais, pas nécessairement. Non, je ne vais pas remettre les rayons comme on l'avait fait sur l'élévateur de sujet de manège. On va enchaîner. Trajectoire de F, cette fois-ci, c'est de S9, du bras droit, par rapport au faux châssis. Alors, S9 par rapport à S7, c'est une rotation de centre E ou d'axe EZ. Donc, les trajectoires, en fait, sont des cercles. Là, c'est un cercle de centre, et bien de centre E. Voilà. L'axe de rotation entre le bras droit S9 et le faux châssis, tout ça, un mécano soudé, plié, eh bien c'est bien au point E, de centre E, voilà, et trajectoire du point I, ben, même chose, en fait on est sur la même chose, c'est un cercle de centre E du point I. On va tracer ces deux trajectoires, donc bien centrées sur E, donc là il n'y a pas de problème, et là on a 3 points à nouveau associés au solide, on va dire au sous-ensemble bras droit, S9, on a le point F qui est là, et là on se rend compte que c'était déjà tracé, ok. Mais bon, demandez de le caractériser. C'est pour ceux qui étaient perdus lors du sujet. Et on a le point I0 pour la position d'origine, qui est la liaison du tirant S12 avec ce bras S9. Et donc là, on a à peu près pas mal cet arc de cercle là. Je fais passer par H, mais c'est un peu le hasard. Voilà, donc là ce qu'on peut faire, c'est écrire TF de S9 par rapport à S7, ce qui était demandé. Et puis à ce niveau-là, on a la trajectoire de, alors, je sais pas où je vais l'écrire, pas trop de place, la trajectoire de I, alors c'est I0, mais de S9 par rapport à S7. Voilà. Ok,
cet arc de cercle ici. Alors ensuite, on demande de faire des constructions de sorte à déterminer la course C du vérin. Alors à quelle occasion? À l'occasion de l'ouverture complète. Et l'ouverture complète, on a... c'est un petit peu comme l'élévateur de tuyau de manège, sauf que là, au lieu d'élever de 480 mm, là, on va ouvrir d'un certain angle. Alors l'angle, il n'est pas chiffré, mais on a un tracé déjà de la position finale, mais d'un seul point. Et comme on a une seule mobilité de l'ensemble, on va pouvoir le vérifier, hein, c'est dû à l'ouverture-fermeture du vérin hydraulique, eh bien, la position du point F étant connue en ouverture complète, on devrait être à même de pouvoir positionner l'ensemble des points. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, ici, on a le point F qui est ici, ce qui signifie qu'on va pouvoir commencer, le bras droit étant là, on va pouvoir positionner le point I. On va le nommer I1 dans sa position finale, et le point I1, on va mettre un peu de couleur dans cette affaire, ça serait pas mal. Donc là, on a notre bâti comme ça. Toc, toc. Là, on va... Toc, toc, qui est là? Là, on a le solide qui est le bras droit, hein, qui est à gauche. Forcément, ça vient vers nous. Et puis ici, un petit peu de la même manière. On va voir si c'est bien utile. Je vais dessiner ça comme ça. Voilà. Et puis à ce niveau-là, ce qu'on peut avoir, c'est, admettons, le tirant qui va être comme ceci. Articulé là et là, on va admettre que c'est comme une liaison pivot, et puis on va avoir ça. Il n'y a rien d'obligatoire à dessiner ça, mais ça peut peut-être éclairer l'auditeur, le lecteur. Voilà, voilà. Donc on a ça. Là, j'ai fait une perpendiculaire pour le schéma. Au niveau de ce bras-là, ce qu'on peut faire, je sais pas. Écoutez, on va dessiner ça comme ça, et puis là, à nouveau, on a une liaison avec le faux châssis, donc le bâti. Donc on a hop, ça comme ça. Et puis, si je dessine en bleu, on va avoir... Alors bon, je vais dessiner autrement pour montrer que... Ah, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire autrement pour le dessin. J'aurais peut-être dû dessiner ça en bleu, ça aurait été plus lisible, vous voyez, en faisant comme ça. Et à ce niveau-là, de la même manière, on a une articulation. Ici, j'ai pas fait de bêtises, je crois pas. Là, on a une articulation en B. Et puis ça se poursuit jusqu'à l'élément terminal de liaison avec le disque, mais qu'on n'a pas repéré, donc on va pas faire de désignation particulière de liaison, même si on voit bien qu'il y a une pivot. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre couleur? Eh bien, j'ai qu'à reprendre du vert, hein, tant pis. Et là, ce que l'on a, bon, c'est une direction. C'est pas un schéma cinématique, c'est juste la représentation finalement de la direction. Voilà, l'axe du vérin hydraulique, constitué de tiges et corps, hein, évidemment. Alors, ce fameux point I, si on veut le placer dans l'autre position, comment faire? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une rotation comme ceci au cours du mouvement, du bras droit, et donc on a cette orientation-là, eh bien, du segment EF qu'il représente. On a EF1, et il va s'agir de représenter I0. Alors, ce qu'on va faire, vraiment, on est toujours dans les mêmes cas de figure. On a un solide caractérisé par 3 points, mais on peut dire que la distance FI0 est conservée. Et de toute façon, on avait la trajectoire, donc c'est ce que ça traduit. Et bien, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est dire que, par exemple, que FI0, c'est une longueur qui est conservée à ce niveau-là. Donc, on peut faire comme ceci, dire que là, on a FI0, et FI0 va être égal à F0, I0, pardon, F0, I0 va être égal à F1, I1. Et donc si on fait ça, alors c'est pas une trajectoire ce trait-là, mais c'est simplement la distance qui est F1, I1 d'une certaine manière à ce niveau-là. C'est ça que j'ai fait, je n'ai pas fait de bêtises. Là j'ai dit que, en indiquant comme ça, j'ai dit que F1, I1 était égal à F0, I0, que j'ai relevé par ailleurs en faisant comme ça. Voilà. Et automatiquement, là, on détermine le point I1 qui doit être ici. Alors, il y a d'autres manières de le faire, évidemment. On peut toujours voir une autre manière. I1 est là. L'autre manière, ça peut être de reproduire ce qu'on a fait là avec le petit trait, en reprenant par exemple des coordonnées. Je peux le faire au compas à nouveau, en disant, voilà, cette petite distance-là, E jusqu'à ce point-là, pas indispensable de le nommer, et je vais repartir d'ici de manière perpendiculaire.
Et de manière perpendiculaire, ce trait va aboutir, éventuellement avec une longueur donnée, à nouveau jusqu'au point I. Voilà, hein, c'est surabondant, hein, on avait déjà déterminé, mais c'est pour montrer que plusieurs méthodes sont possibles. Soit mesurer cette longueur-là au compas aussi, et dire finalement cette longueur-là, ce trait-là, c'est le même que celui-là. Éventuellement, on fait un arc de cercle, ou alors on mesure, c'est possible aussi, hein, si on n'est pas un inconditionnel du compas. Comme moi. Voilà, ça c'est fait, on a I1, c'est pas mal. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que le tirant 12, lui, il a une longueur qui est constante. Parce qu'en fait, c'est pas un vérin, je rappelle ça. Ça peut sembler en être un, mais pas du tout. On a un réglage de longueur, hein, donc c'est avec des rotules à vis, à filetage, un mâle, et qui rentre dans le tirant qui lui est taraudé. Il y a un contre-écrou là, et ça permet de faire un réglage de longueur pour, lorsque la tige de vérin est rentrée, permettre de définir quel est la distance entre les disques, qui se croisent évidemment, on est en position de section là, de taillage. Donc cette longueur-là, on va la retrouver, c'est la longueur I0C0 qui est ici, qui va être égale à la longueur I1C1. Voilà. Et comme on connaît le lieu du point C, qui est ici, la trajectoire C de S8 par rapport à S7, eh bien on va avoir la longueur I0C0 qui va être égale à la longueur I1C1. Donc je vais essayer de bien me positionner, et en faisant ça, voilà, on est là, et on devrait, alors je vais quand même l'indiquer comme ça, alors pourquoi pas en rouge, en disant que cette longueur-là, comme ceci, c'est juste pour expliquer, je ne me suis pas trompé, j'espère. I1, je ne vais pas appuyer trop fort parce que c'est un rouge qui tache. Le rouge qui tache, voilà. Ça, c'est juste une indication pour dire, pour expliquer ma construction, en disant que I1 C1 est égal à I0 C0. Et donc, naturellement, on a le point C1 qui va se trouver ici, parce qu'on savait déjà on a la connaissance de la trajectoire du point C, qui était centrée sur A, de S8 par rapport à S7. Et donc là, on a C1 qui est ici. Voilà, voilà. Et donc on pourrait tracer IC pour voir un petit peu ce que donne le mécanisme. Alors juste le trait, hein. Je ne redessine pas les liaisons. Alors vous voyez, il y a un déplacement, c'est pas tout à fait parallèle, mais ça s'est déplacé comme ça lors de la rotation du bras droit. On connaît à présent C1, eh bien, on va déterminer, bon, A ne bouge pas, c'est un point fixe de S7 et du bras S8, gauche. Et donc on va pouvoir, déjà on a cette direction-là, la nouvelle direction de ce trait-là, AC0, qui se positionne pour le bras gauche en AC1. Et donc là, on va pouvoir dire, finalement, on voit bien qu'il y a une rotation, et finalement, c'est cet angle-là qu'on va retrouver, qu'on devrait retrouver ici. Donc soit on fait la mesure d'angle, alors là il faut un rapporteur d'angle, c'est jamais, enfin c'est pas forcément ultra précis, ou alors on procède autrement. On peut par exemple dire, je sais pas, il y a plein de manières possibles. Qu'est-ce qu'on peut dire de beau? Je ne sais pas. On a fait cette rotation-là, on a le point C. On peut dire par exemple que... Ah ouais, mais on n'a pas trop d'informations. On sait où est le point C, on sait où est le point A, et là, qu'est-ce qu'on cherche? C'est déjà la question. On va chercher le point B en particulier. On a la trajectoire du point B. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que la distance CB reste constante parce que les points C, A, B et D appartiennent en permanence au bras gauche S8. Et donc, si on définit cette longueur-là, c'est A. Alors, il y a plein de manières de faire. Là, on a 4 points. Donc là, on a la longueur CA, C0A, et en fait, ça va donner la longueur C1A. Voilà, voilà. Alors, est-ce que j'ai fait une bêtise ou pas? C1A. Oui, c'est la même chose. Ah bah oui, c'est un A. Non, alors vraiment n'importe quoi. Effectivement, on vérifie, c'est évident. Non, c'est plutôt C0, B0. Voilà. J'ai vérifié une chose qui était évidente. AC1 égale à C0. Bon, ça ne servit à rien. Donc on a C0, B0, cette longueur-là, qui va être égale à C1, C1, B1. Alors effectivement, si on fait un grand arc de cercle, de grands rayons, on pourrait avoir deux intersections possibles. Quand je parle d'intersection, je veux dire ça. Alors ça, ce n'est pas une trajectoire, attention. C'est le lieu, c'est-à-dire j'ai fait en sorte, je vais le tracer en bleu parce que ça concerne ce qui est bleu, c'est ce que je viens de faire là. Je suis parti de C1 et j'ai fait ça.
j'ai dit cette distance-là, donc centrée sur C1, ça va définir le fait que C1 B0, C1, qu'est-ce que je raconte? C1 B1 égale C0 B0. Autrement dit, la longueur CB est constante puisque ça appartient au même solide, le bras gauche S8 que j'ai représenté ici en bleu. Hein. J'avais représenté ça comme ça. Voilà, pour bien faire, je souligne un peu la configuration initiale pour qu'on voit un peu mieux le bras, constitué de 4 points de centre de liaison. Voilà, voilà. Et du coup, on a ici, on peut aussi écrire une autre particularité. Vous voyez, ça n'est pas une trajectoire. Parfois, moi, je peux exprimer ça comme ça. Je vais dire c'est en quelque sorte, c'est le lieu du point B1, caractérisé par le fait que la distance CB reste constante au cours du mouvement. Donc on a C0B0 qui est égal à C1B1. On sait que B1 va se situer sur cette zone-là, sur cet arc de cercle, qui n'est pas une trajectoire. Et C, on avait la connaissance d'une trajectoire, B décidément, TB de S8 par rapport à S7, c'est ça, et donc nécessairement ça va être là. Alors nécessairement parce qu'en fait on a quand même, et c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir ce débattement angulaire, on sait que ça ne va pas se situer de l'autre côté, mais là, voilà, l'ensemble ne se déforme pas. Et donc là on a une position du bras qui va venir comme ceci. Et comme ça continue tout droit, ben, on a d'emblée aussi, c'est pas la peine de chercher plus loin, vu qu'on a l'alignement, non pas des planètes, mais de ABD, on a A0, B0, D0, et là on va avoir A, B1, et puis ici, si besoin était, D1. Voilà, et on a l'angle de rotation qui est le même. Hein. Celui-ci et celui-là, c'est le même, c'est une rotation de solide. Voilà. Ok, on aurait pu avoir la même chose là, hein. L'angle qu'on avait indiqué là envers, c'est le même que celui-ci. Bah là, au niveau des tracés, on est arrivé au bout, et maintenant, ce qu'on peut représenter, c'est le fameux segment HB. Au départ, HB0 représentait la longueur du vérin hydraulique en position fermée, les disques fermés en position de taillage. Et en position d'ouverture, lorsque notamment on est à l'écartement en présence d'un piquet qu'on va rencontrer, un piquet qui serait comme ceci, hein, là il y a un autre piquet plus loin, voilà. Eh bien, il faut bien écarter les disques de taillage, disques de taille. Et si on a HB0, eh bien, on va avoir toujours le même point H, mais il va aller jusqu'à B1. C'est pas si c'était envers ce que j'avais tracé, parce que j'avais pas une cinquième couleur sous la main. Et donc là, on a HB qui est comme ceci. Voilà. Et donc ça, c'est la direction finale du vérin hydraulique. Et donc le corps se déplace plus, si on peut dire, que la tige. Hein. C'est un problème d'encombrement. Voilà, on avait plus de place pour mettre le corps de ce côté-là. Il y a un problème de canalisation, de flexible hydraulique aussi. Voilà, en entrée-sortie, c'est double effet. Bon. Ça s'explique qu'on ait mis le corps de ce côté. Là n'est pas la question. Et ce qui reste à faire pour déterminer la course du vérin, eh ben, c'est de faire une mesure. Alors le plan ici est à l'échelle A3 normalement, et vous le voyez, il y a une échelle 1/4. Et donc, je vais faire comme si, puisque j'avais relevé les valeurs sur le A3, c'est simplement pour filmer. Et ce qu'on peut dire, c'est que la course C, elle est égale à quoi? Eh bien, en fait, elle est égale à la distance complètement ouverte du vérin hydraulique entre ces deux articulations H et B, et ça c'est HB1 moins la position complètement fermée, qui était la position donnée HB0. Voilà. Et ça, notez que c'est différent de B0, B1. Donc il faut absolument, attention, voilà. C'est différent de B0, B1 parce que là, de toute évidence, on ne va pas mesurer le déplacement comme ceci. Et ça, ce n'est pas la course du vérin, c'est absolument pas dans le même alignement. Donc c'est bien la longueur sortie moins la longueur totale rentrée. Voilà. Et si on relève les cotes, sur le document A3, on mesurerait 134 en position ouverte et on retrancherait 109. Voilà, voilà. Et ceci, en fait, ce qu'il va falloir faire, comme c'est à l'échelle 1/4, il va falloir le multiplier par 4. Et donc ça fait 25 fois 4. Et on voit bien que ça fait une course. Je vais l'écrire 25 fois 4. Et donc la course égale 100 mm. Voilà. Donc c'est une course
minimale. Après, il faut voir comment concrètement, sur un actionneur linéaire comme un vérin hydraulique ou pneumatique, on définit des butées de fin de course. Est-ce que c'est dans le vérin? Est-ce que c'est de manière externe avec une butée sur le bras? C'est pour ça qu'on pourrait dire que le vérin, il a besoin d'une course minimale de 100. Et peut-être qu'un vérin de course 110 mm conviendrait. Voilà, voilà. En l'occurrence, sur le sujet d'examen, on avait un, un vérin de la marque Chaptel 710 et sa course était bien de 100 mm. C'était sur un document technique et la conclusion pour ça, c'était de vérifier que le choix du vérin était correct. Voilà pour tout ça. Eh ben, j'espère que ce deuxième exemple vous a plu et que vous arriverez à le traiter sans difficulté ou l'équivalent.